Bonjour, aujourd'hui nous allons pouvoir faire l'étude des matrices. Alors, une matrice, qu'est-ce que c'est et à quoi ça ressemble? Eh bien, c'est tout simplement un tableau de nombres comme celui-ci. Vous voyez que dans ce tableau, il y a toute une série de nombres et il y a en plus de cela 3 lignes et 4 colonnes. Supposons que je décide de désigner cette matrice par la lettre grand A, comme ceci. Voilà, je vais pouvoir dire que A appartient donc à l'ensemble des matrices qui sont constituées de 3 lignes et de 4 colonnes. Je peux même préciser que les éléments qui sont à l'intérieur de cette matrice sont constitués de réels. Si je veux désigner chacun des éléments de cette matrice de manière totalement généralisée, eh bien, je vais prendre la même lettre grand A de la matrice, mais cette fois-ci, je vais utiliser des A minuscules avec des indices. Donc, j'ai commencé par mettre des A partout. Pour les indices, il suffira que je commence par mettre le numéro de la ligne et puis ensuite le numéro de la colonne. Si je commence par le numéro de la ligne, eh bien, tous les éléments de la première ligne vont commencer par avoir un indice 1. Je fais la même chose pour la ligne 2 et la ligne 3. Voilà, maintenant que je fais ça, je vais recommencer, mais cette fois-ci avec la colonne. Je vais donc maintenant placer dans la première colonne les indices concernant justement le fait que ces différents éléments appartiennent à cette colonne, comme ceci. Voilà, je fais la même chose pour la deuxième colonne. Voilà, et maintenant la même chose pour la troisième et la quatrième colonne. Et voilà. Je vais prendre un élément quelconque, celui-là par exemple. Qu'est-ce que je peux dire au niveau de cet élément? Eh bien, c'est un élément qui fait partie de la deuxième ligne et de la troisième colonne. Là, j'ai pris un exemple si j'avais 3 lignes et 4 colonnes. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai beaucoup plus de lignes et beaucoup plus de colonnes? Supposons que je n'ai pas 3 lignes et 4 colonnes, mais que j'ai m lignes et n colonnes, comme ceci. Eh bien, pour représenter une matrice tout à fait générale, il suffira de la représenter comme ceci. Voici donc une matrice qui contient m lignes et n colonnes. Et chaque élément a ij, où i, lui de son côté, peut valoir 1 jusqu'à m, et j qui peut valoir de 1 jusqu'à n, eh bien ils appartiennent tous à l'ensemble des réels. Voilà, j'ai construit un petit tableau. On est dans un magasin. Il y a 2 clients qui se trouvent dans ce magasin et elles veulent se servir parmi 3 articles, le produit numéro 1, le produit numéro 2 et le produit numéro 3. Ces clients vont donc se servir de cette façon. Voilà, si on examine ce tableau maintenant, on voit que le client numéro 1 a pris 2 produits 1, 4 produits 2 et pas de produit 3. Par contre, le client numéro 2 a pris un produit 1, un produit 2 et 3 produits 3. Eh bien, ce tableau, je peux le représenter à l'aide d'une matrice 2 x 3, comme ceci. Supposons maintenant que les 2 clients en question ne sont pas venus dans le magasin, mais en réalité font des commandes. La première matrice que nous avions là consiste en la commande numéro 1. Et puis il y a une deuxième commande qui arrive. Ce qui fait que le tableau en haut est modifié pour la deuxième commande, comme ceci. Voici la deuxième commande qui est affichée. Du coup, on peut créer une deuxième matrice, comme ceci. Puisque ce sont les 2 mêmes clients et qu'il y a 2 commandes, eh bien, rien ne nous empêche de regrouper les 2 commandes ensemble. Eh bien, ça va nous permettre de pouvoir définir
la somme de deux matrices. Voilà nos deux matrices. Eh bien, nous allons en faire la somme, comme ceci. A plus B est égal à la première matrice plus la seconde. C'est égal à une nouvelle matrice où chaque élément va s'additionner à condition qu'il appartienne à la même ligne et à la même colonne. Donc j'ai 2 plus 0, j'ai 4 plus 1, j'ai 0 plus 2. En dessous, j'ai 1 plus 2, 1 plus 2 et 3 plus 5. Ce qui nous donne une nouvelle matrice 2, 3, 5, 3, 2 et 8. Si je reviens à mon tableau de départ, eh bien, donc, on peut résumer les deux commandes en une seule. Voilà ce qu'on obtient. Je reprends tout mon calcul, et cette fois-ci, au lieu de mettre des nombres, je remplace tous les réels par les éléments de matrice. Si nous regardons l'ensemble de tous les éléments, eh bien, nous pouvons constater que à chaque élément petit a avec indice i, j, plus b avec le même i et le même j, donne le résultat de la somme de chacun des éléments. Voici donc une première règle concernant les opérations de matrice. Je reprends mon premier tableau que j'avais au tout début, donc c'était le cas de ma première commande, et je suppose que dans le magasin, il y a un tableau qui est affiché qui donne le prix de chacun des produits. On va supposer que le produit numéro 1 coûte 10 €, le produit numéro 2 coûte 25 € et le troisième coûte 20 €. Là, si je veux représenter ce tableau à l'aide d'une matrice, eh bien, je peux le faire par le biais d'une matrice colonne. Matrice colonne tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule colonne dans ma matrice. J'ai donc de nouveau ma matrice A que j'avais au départ. Cette fois-ci, la matrice B, c'est la matrice des prix unitaires. Ce que je voudrais savoir, c'est ce que chaque client doit payer. Il suffit alors à ce moment-là de faire ce qu'on appelle le produit d'une matrice. Je vais faire A fois B. Donc, je vais écrire les deux matrices. Voilà. Et maintenant, essayons de raisonner convenablement. Je commence par le premier client. Le premier client, il a pris deux produits A. Et il va devoir payer 10 € pour ces deux produits. Donc, il va devoir payer 20 €. À cela, il va devoir payer en plus 4 produits de qui coûtent 25 €. Par contre, il n'a pris aucun produit 3, donc de ce côté-là, il ne devra rien payer. Le deuxième client, il devra payer une fois 10 €, il devra payer une fois 25 € et il devra payer 3 fois 20 €. Il n'y a plus qu'à calculer ça. Donc, ça va nous donner 20
plus 100 plus 0. Et en dessous, 10 plus 25 plus 60. Le premier client devra payer 120 € et le deuxième client devra payer 95 €. Cette fois, on voit quand même que le calcul de produit de matrice est quand même plus complexe que la somme de deux matrices. Retour à notre tableau, où plutôt que d'utiliser le prix unitaire d'un seul magasin, cette fois-ci, j'en prends deux. Cette fois-ci, il y a bien les prix du magasin numéro 1, mais il y a un deuxième magasin qui est disponible et qui propose des prix différents pour les mêmes produits. 9 € pour le produit numéro 1, 20 € pour le produit numéro 2 et 25 € pour le produit numéro 3. Là également, on peut représenter ça par une matrice que voici. Donc 10, 25, 20 pour la première colonne, 9, 20, 25 pour la deuxième colonne. L'intérêt de chacun des clients, cette fois-ci, c'est de savoir dans quel magasin il a intérêt de faire ses achats. Nous revoici partis pour un nouveau produit de deux matrices. Remarquez ceci, c'est que pour que le produit soit possible, il faut impérativement que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Faisons ce calcul. Pour le premier magasin, le calcul a déjà été fait. Donc, plus besoin d'y revenir. On avait trouvé 120 et 95. Pour l'autre colonne, la colonne numéro 2, je vais donc recommencer les mêmes opérations. À faire donc 2 fois 9 plus 4 fois 20 plus 0 fois 25. Ensuite, je prends la deuxième ligne fois la deuxième colonne. Ça va me donner donc 1 fois 9 plus 1 fois 20 plus 3 fois 25. Je calcule cela. Ça va me donner, pour la première colonne, ça reste 120, 95. Et ensuite, j'ai donc 2 fois 9, ça fait 18, plus 80, plus 0. En dessous, 9, plus 20, plus 75. Résultat final, j'ai 18 plus 80, ça va me faire 98. Et pour le dernier élément, 9 plus 20 plus 75, ça me donne 104. Conclusion. Si je suis le client numéro 1, eh bien je constate que 98 est un prix qui est plus avantageux que 120. Donc, le client numéro 1 aura intérêt à aller au magasin numéro 2. Par contre, pour ce qui concerne le client numéro 2, eh bien, il a intérêt d'aller au magasin numéro 1 parce que 95 € est un peu moins cher que les 104 €. Bien, examinons maintenant ce qui se passe lorsque l'on fait le produit de deux matrices en général. Je le répète encore une fois parce que c'est essentiel, il faut impérativement que le nombre
de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Dans ce cas-ci, c'est 3. Nous avons donc la matrice A qui est une matrice 2 fois 3 et la matrice B qui est une matrice de type 3 fois 2. Faisons le produit. Égal, j'ouvre ma matrice. Le premier client avait acheté d'abord un produit numéro 1 au prix unitaire qui se trouve au premier magasin. Il a pris également un article numéro 2 qu'il a payé au prix unitaire, toujours du premier magasin. Et ainsi de suite. Le second client a fait exactement la même chose. Il a pris un certain nombre du produit numéro 1 et il a payé pour chaque produit le prix du magasin numéro 1. Il a pris un certain nombre du produit numéro 2, prix identique du client numéro 1, puisqu'ils sont toujours dans le même magasin. Ainsi que le troisième. Et après, ils ont recommencé la même chose dans le deuxième magasin. Donc, cette fois-ci, dans le second magasin, le premier client a acheté un certain nombre du produit numéro 1, mais à un autre prix, celui du magasin numéro 2, etc. Même chose pour le client numéro 2. Comme vous voyez, le produit de 2 matrices, c'est parfois très lent et ça prend beaucoup de place. Qu'est-ce que je pourrais voir pour chaque élément de manière générale? Qu'est-ce qui se passe si je veux connaître ce qui se passe pour chacun des éléments lorsque j'ai fait le produit de chacune des matrices? Je constate déjà pour commencer que le résultat n'est pas un simple produit. J'ai à chaque fois la somme de plusieurs produits. Examinons le premier élément, déjà ne fût-ce que par rapport à tous les indices. Donc je vais regarder cet élément-là que j'ai souligné en bleu et je vais examiner tous les indices concernant chaque partie de ce résultat. Regardons d'abord tous les premiers indices de la lettre A. Je vois déjà qu'ils sont tous égaux à 1. Même chose pour le deuxième indice de la lettre B. Si vous regardez les autres éléments, eh bien, vous allez constater que le premier indice de la lettre A et le second indice de la lettre B correspondent à la place de l'élément en question. La seule chose qui varie, ce sont les autres indices. Cependant, observez ceci. Si j'observe à chaque fois les 2 indices qui me restent, eh bien dans le premier terme, j'ai 1 et 1, dans le deuxième, j'ai 2 et 2, et dans le troisième terme, j'ai 3 et 3. Ça veut dire que ces indices sont à chaque fois égaux l'un par rapport à l'autre, et le groupe de 2 indices va de 1 en 1, et vont de 1 jusqu'à 3, exactement comme le nombre de colonnes de la première matrice et le nombre de lignes de la deuxième matrice. C'est maintenant que je vais pouvoir donc écrire le résultat final pour chacun des éléments. J'ai à chaque fois le produit de A et de B. J'ai constaté que le premier indice A correspondait à son emplacement, c'est-à-dire que c'est le même. Même chose pour ce qui est
du deuxième indice pour la lettre B. Il me reste donc un indice ici que je vais noter K et l'autre ici que je note également K puisqu'on a vu que c'était les mêmes. Et j'ai vu que je devais faire la somme de chacun de ces produits. K va commencer par 1 et dans notre exemple, étant donné que le nombre de colonnes de la première matrice et le nombre de lignes de la deuxième matrice est égal à 3, eh bien, il y a 3 termes. Si maintenant, je décide de mettre une lettre P pour désigner à la fois le nombre de colonnes de la première matrice et le nombre de lignes de la deuxième matrice, eh bien, je peux généraliser en remplaçant le 3 par la lettre P. Et voilà. J'ai obtenu le résultat pour chaque élément du produit de deux matrices. Vous vous souvenez probablement de ce que nous avions appelé la multiplication scalaire pour un vecteur. Nous avions un vecteur, on multipliait par un scalaire, et on avait constaté qu'il suffisait simplement de prendre chacun des éléments du vecteur et de les multiplier tous par le même scalaire. Eh bien, bonne nouvelle, pour les matrices, c'est la même chose. Si on veut faire une multiplication d'une matrice par un scalaire, voilà le scalaire que j'ai noté lambda, eh bien, le résultat va être tout simplement celui-ci. Imaginez les deux clients que nous avions au début et que les deux clients en question ont tous les deux décidé de faire 3 fois la même commande. Eh bien, le résultat est immédiat. Il suffit de prendre tous les éléments de la matrice et tous les multiplier par 3. Revenons au produit scalaire de deux vecteurs. Si vous vous souvenez de ce que nous avions vu lors d'une leçon précédente, nous avions pu dire ceci. C'est que si je prenais le vecteur U et que je le notais sous sa forme de coordonnées, comme ceci, le résultat était le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Eh bien, il est d'usage de pouvoir écrire tout vecteur sous forme d'une matrice, et on l'écrit généralement sous une matrice de type colonne, comme ceci. U peut être écrit sous la forme de la matrice colonne UX, UY. Le vecteur V peut être écrit sous la forme de la matrice colonne Vx, Vy. Faire le produit de ces deux matrices consistera donc à faire ceci. U fois V, c'est le premier vecteur, mais cette fois-ci que je vais mettre sous la forme d'une matrice ligne, UX, UY, multiplié par la matrice colonne Vx, Vy. Vous constatez que le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Ce que je peux écrire, alors, si je fais ce produit matriciel-là,
UX VX plus UY VY. C'est une matrice qui ne contient qu'un seul élément. Dans ce cas-là, nous pouvons, puisqu'il s'agit de vecteurs, de se débarrasser des parenthèses qui ne servent à rien. Nous avons obtenu le même résultat qu'au départ. Dès lors, lorsque je fais le produit d'une matrice par une autre et que je fais la multiplication d'une ligne par une colonne, eh bien, c'est exactement l'équivalent d'un produit scalaire. Regardez, si j'avais décidé de faire le produit de la troisième ligne multipliée par la deuxième colonne, cela signifie quoi? Que je prends la matrice ligne suivante multipliée par la matrice colonne que voici. On considère donc que la première ligne possède P éléments qui correspondent donc exactement au nombre de colonnes de la première matrice, et la matrice colonne, elle de son côté, contient également P éléments qui correspondent donc au nombre de lignes de la deuxième matrice. Au niveau structure des opérations, quand on a parlé de l'addition des différentes matrices, si nous regardons toutes les propriétés concernant l'addition, eh bien on constatera que l'ensemble des matrices munies de la loi plus est un groupe commutatif. Nous avons bien l'opération interne est partout définie. Si je prends deux matrices et que je fais la somme, elles appartiennent bien à l'ensemble des matrices. Si je regarde l'associativité, si je fais A plus B plus C, ou que je fais A plus B plus C, je peux mettre les parenthèses où j'ai envie. C'est la même chose que les vecteurs. Il existe un neutre. Le neutre, c'est la matrice nulle. Donc, on va l'appeler grand N. Vous n'avez que des zéros. Voilà, la matrice nulle pour les matrices 2 x 3. Il existe un symétrique. Qu'est-ce que c'est que moins A? Eh bien, vous prenez tout simplement tous les éléments qui sont dans la matrice et vous leur changez de signe. Et enfin, la commutativité, si vous faites A plus B, c'est la même chose que B plus A. Nous avons vu que, en ce qui concerne la multiplication, c'est nettement moins simple que l'addition. Alors, je pourrais faire la multiplication dans Mn de R. On a vu que c'était pas évident du tout, et que déjà, pour commencer, si on veut multiplier une matrice par une autre, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la seconde. Ce qui sera beaucoup plus intéressant, c'est de ne pas examiner toutes les matrices, mais des matrices particulières dont le nombre de colonnes et le nombre de lignes sont égaux. On va les noter Mn de R. Pas besoin, cette fois-ci, de mettre deux indices, puisque on a affaire, alors à ce moment-là, à ce qu'on appelle des matrices carrées d'ordre n. Si les matrices sont carrées, est-ce que avec ça, il y aurait possibilité de pouvoir obtenir également un groupe commutatif? Est-ce que nous aurions les mêmes propriétés que nous avions pour l'addition? Première propriété,
là, il n'y a pas de problème. Si je prends une matrice carré A et que je fais le produit par la matrice B, il n'y a pas de problème. On est bien dans le domaine des matrices. Donc, les opérations internes partout définies, ça continue à fonctionner. L'associativité aussi. Si je fais A fois B fois C, et que j'ai réécrit A fois B fois C, là, je peux également mettre les parenthèses où j'ai envie. Le neutre. Ah, quel serait le neutre de la multiplication en considérant les matrices carrées? Donc, on aurait une matrice A qu'on multiplie par une matrice unité. Je l'indique sous rang I. Je mets aussi l'indice petit n pour dire le nombre de lignes et de colonnes que contient donc cette matrice unité. Et on considère que là, ça devrait fonctionner aussi bien à gauche qu'à droite, de telle sorte que quand je fais le produit de ces deux matrices, eh bien, j'obtiens toujours la matrice A. Cette matrice est bien connue. C'est une matrice qui contient que des 1 sur ce qu'on appelle la diagonale principale, et vous avez des zéros partout ailleurs. Par exemple, la matrice unité d'ordre 2, c'est 1, 0, 0, 1. La matrice unité d'ordre 3, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, etc. En fait, la matrice unité d'ordre n, c'est une matrice dont les éléments correspondent exactement au symbole de Kronecker que nous avons eu l'occasion de voir lors de l'étude des vecteurs. Symétrique, je vais travailler avec les matrices d'ordre 2. Je suppose que j'ai une matrice grand A, et pour faire simple, je vais noter les éléments A, B, C, D. Là, je considère que je les connais. Je veux faire la multiplication de cette matrice-là par la matrice inverse. Donc, je vais multiplier par une matrice que je vais noter par x, y, z, t. Mais là, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Tout ce que je sais, c'est que quand je fais le produit de ces deux matrices, je dois obtenir au final la matrice unité d'ordre 2. Bon, si j'essaie de faire ça, eh bien je dois résoudre un système de 4 équations à 4 connues. Le système, c'est celui-là. Et qu'est-ce que je sais de ce système? A, B, C, D sont connus. Par contre, X, Y, Z et T sont les inconnus qu'on recherche. Alors, nous n'allons pas nous amuser à essayer de résoudre un tel système. On donne tout de suite la résolution. Le résultat est le suivant. Si A est cette matrice, l'inverse de cette matrice, c'est-à-dire, bon, le X, Y, Z, T que nous recherchons, est égal à l'inverse d'un nombre bien particulier qui va multiplier cette matrice, qui est égal à AD moins BC, multiplié par la matrice D moins B
moins C et A. Si vous faites attention, vous voyez que A et D ont simplement permuté de place. Par contre, B et C sont restés à la même place, ils ont changé de signe. Nous aurons encore l'occasion d'en rediscuter plus tard. Bon, donc nous avons un groupe. Est-ce que ce groupe est commutatif? Ben ça, on oublie. Si vous faites A fois B, est-ce que c'est égal à B fois A? Eh bien, dans la majorité des cas, absolument pas. Donc, si A fois B est égal à B fois A, eh bien, dans ce cas-là, on dit que les matrices A et B commutent. Par contre, remarquez que c'est bien toujours le cas pour une matrice et sa matrice inverse. Nous arrivons tout doucement à la fin de cette leçon. Il nous reste à examiner quelques cas particuliers de matrices. La première étant ce qu'on appelle la transposée d'une matrice. Alors il existe plusieurs notations. Vous prenez une matrice A. Moi j'ai l'habitude de mettre un petit t devant. Il y en a d'autres qui vont préférer mettre un grand T derrière. Peu importe, ça signifie la même chose. En fait, l'idée c'est tout simplement de prendre une matrice et vous intervertissez les lignes et les colonnes. C'est aussi simple que ça. Donc, si je prends un exemple, voilà, je prends la même matrice A que tout à l'heure. Si je veux connaître la transposée de la matrice, je prends la première ligne, je la transforme en colonne. Je prends la deuxième ligne et je la transforme en colonne. Voilà la transposée d'une matrice. Voilà, je reviens donc de nouveau au fameux produit scalaire de U fois V. Donc j'avais noté U comme étant la matrice UX, UY. Je peux encore noter sa grand U. Et V qui est la matrice Vx, Vy que je peux noter grand V. Eh bien, je peux dire que le produit scalaire est égal à la transposée de la matrice U multipliée par V. Matrice symétrique. Il s'agit de symétrie par rapport à la diagonale principale. C'est le cas où AJI est égal au AIJ. Exemple. Je prends n'importe quoi sur la diagonale. Par contre, cet élément-là et cet élément-là doivent être identiques. Vous avez la matrice antisymétrique. Là, les AJI sont égales à moins AIJ. Alors attention, pour la diagonale principale, cette fois-ci, je ne peux pas mettre la même chose. Parce que dire que AII est égal à AII, ça marche pour tous les éléments. Mais si j'ai I qui est égal à J, qu'est-ce qui se passe? Donc pour les diagonaux principaux, donc ça veut dire que les AII sont égaux au moins AII. Il n'y a qu'une seule possibilité, ils doivent être nuls. Donc, une matrice antisymétrique, il n'y a que des zéros sur la diagonale. Et alors, si je mets un nombre ici, je peux mettre l'autre nombre de l'autre côté, mais je dois changer de signe. Voici donc une matrice antisymétrique. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice triangulaire? Il y a deux cas possibles. Je vais prendre une matrice et je vais commencer par mettre des éléments
sur la diagonale principale. Peu importe. Donc j'y suis, je vais faire la même chose pour l'autre cas. Tous les deux ont à chaque fois des éléments sur la diagonale principale. Notez qu'il peut y avoir des zéros dans cette diagonale, ça n'a pas d'importance. Alors, soit tous les éléments qui se trouvent en dessous sont égaux à 0, soit ce sont tous les éléments qui sont au-dessus. Et le reste, ça peut être n'importe quoi. Voilà, on a deux matrices triangulaires. Matrice diagonale, très simple. Voici la diagonale principale, et partout ailleurs, vous n'avez que des zéros. Et pour terminer, la matrice scalaire, vous prenez une diagonale, vous mettez sur cette diagonale les mêmes éléments. Voilà, et vous mettez des zéros partout. Voilà les matrices triangulaires. En fait, c'est une matrice unité a été multipliée par un scalaire. Fin de la leçon.